Je voudrais inviter à mes côtés, dans un premier temps, Philippe Jakubowski de Pobidjan Mobility, Alain Hainaut de la communauté de communes Touraine-Vallée de l'Indre, Adamos Krenchi de HRS, Éric Boudot de GCK et Yannick Leguet d'Alstom. Merci de me rejoindre. Mettez-vous à côté de moi, mon cher Alain Hainaut, et je vais vous inviter à prendre le micro. On va commencer avec vous parce que vous venez en voisin depuis en fait le démarrage de ce symposium. Vous êtes élu en Touraine, dans le sud de la Touraine plus exactement, et en tant que initialement président et aujourd'hui vice-président de cette communauté de communes, vous avez été un pionnier. Vous avez mis en place une première station avec des véhicules utilitaires, et aujourd'hui c'est la phase 2 qui est en train de se monter avec une station pour la mobilité lourde. Tout à fait. Merci pour votre invitation. Effectivement, il y a un an, j'étais ici pour vous présenter la première bénévole hydrogène. Oui, nous sommes partis dans cette aventure il y a 4 ans. En 2019, nous avons acheté une douzaine de véhicules Kangoo hydrogène et puis accueilli une flotte de 15 vélos qui tournent sur les circuits touristiques de la Touraine, notamment sur les châteaux d'Azel-Rideau et de Rignussé. Plusieurs stations, bien sûr, une station de distribution alimentant la flotte captive des véhicules Kangoo, et puis 2 petites stations qui alimentent les vélos hydrogène sur le secteur d'Azel-Rideau. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Oui, est-ce que ça continue ? Voilà, c'est ça. Alors, on a d'abord été lauréat d'un concours qui nous a permis d'acheter la benne hydrogène qu'on a pu voir l'année dernière. Ici, et qui est maintenant en circulation sur nos communes pour collecter les ordures. Et ensuite, on a été lauréat d'un consortium qui nous partenera européen, qui nous permettra, je dirais, dès la fin de l'année, d'avoir la première station de distribution ouverte au public d'hydrogène en région Centre-Val de Loire. Donc là, en fait, la future station, c'est sur un centre routier, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. C'est un centre routier de 150 places poids lourd, équipé multi-énergie, gaz naturel, bien sûr, surpressé, et bientôt hydrogène, carburant traditionnel et bien sûr recharge électrique rapide. Voilà. Qui pourra accueillir donc 150 poids lourds sur un parc d'activité qui fait 250 hectares, qui est sur ma commune. Voilà. Vous qui croyez depuis des années à l'hydrogène, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette filière et sur les développements ? Parce qu'on a l'impression que ça va de plus en plus vite. Il y a déjà une partie des choses qui ont été dites. C'est vrai que, comme le disait M. Le Foll, bien dûment, il y a un certain nombre de recherches à mettre au point qui vont nous permettre, nous, collectivités, de choisir les bonnes solutions, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la distribution. Nous sommes au début d'une grande aventure. Je dirais que les investissements d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes valables dans quelques années. Mais il faut commencer petit avant d'être grand. Merci Alain. Je me tourne vers Adamos Krenchi. Adamo connaît très bien ce monde de l'hydrogène. Vous étiez chez Total Energy il n'y a pas si longtemps. Vous êtes chez HRS aujourd'hui, qui fabrique des stations. Et pour vous, l'urgence, c'est de déployer des stations parce que la mobilité ne pourra pas démarrer si on n'a pas ça. Oui, mais, merci, tout à fait. Enfin, j'ai passé un peu de temps dans toute la filière hydrogène et c'est important. Je vais rebondir aussi sur quelques mots, de montrer l'importance de l'hydrogène, peut-être au-delà de la mobilité également. L'hydrogène est vu comme le vecteur énergétique important qui pourrait représenter d'ici 2050 20% de notre besoin énergétique. Donc ça commence à être quelque chose de très important. On parle de trillions d'euros d'activité. Et donc c'est tout d'abord le meilleur ami des renouvelables et de la production décarbonée d'électricité. Et ensuite, on voit se développer l'ensemble des usages. On parle de mobilité, je vais y venir, mais il y a aussi toutes les applications industrielles qui sont très importantes. L'ammoniac, les raffineries, l'acier décarboné qui commence à prendre place. Et donc la mobilité. Et donc, il faut aujourd'hui relier ces usages avec la production, et d'où l'infrastructure. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le plein avec une Toyota Mirai dont on en a à 10 € le kilo, la molécule pèse 1 €, 1,50 €. Et donc, vous voyez la masse de travail qu'il y a à faire sur l'infrastructure. Et donc, c'est important. On se rejoint tout à fait, je ne vais pas reprendre
tout ce qu'a dit Christophe, parce qu'on est partenaire au-delà de la vision de l'hydrogène, de la vision pour nos enfants, enfin tout cela, et on l'a montré par notre accord de collaboration qu'on a signé il y a très peu de temps. On veut accélérer, on veut contribuer au développement de la filière. Et l'infrastructure est clé, elle doit venir avant. À l'initiative de ce qui a été fait en Suisse, mais en Allemagne, où ils accélèrent sur l'infrastructure, on voit apparaître aujourd'hui des projets d'infrastructure de déploiement de 1000 stations. C'est rien du tout, 1000 stations. Si on veut, devant l'enjeu qui est en face de nous, c'est une petite chose. Donc l'infrastructure est clé. Vous êtes peut-être aussi au courant de ce qui s'appelle l'Alternative Fuel Infrastructure Regulation, qui est en train d'être discuté au niveau européen. Et j'ai pris moi-même la présidence du groupe de travail pour la mobilité hydrogène au sein de Hydrogène Europe pour accélérer. Donc, il faut accélérer. Aujourd'hui, c'est vraiment le message clé. Éric Boudot, vous qui représentez un groupe multi-casquette et impliqué dans la mobilité, dans cette mobilité, il faut accélérer aussi. Il est vraiment temps d'y aller là. Ah oui, bonjour à tous d'abord, mais il est vraiment temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Et puis, comme le disait Christophe, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la situation d'incuber de la technologie, de traiter est-ce que l'on peut faire de l'hydrogène. Aujourd'hui, on est vraiment sur des modèles industriels qui commencent à fonctionner. On a bien sûr des efforts à faire sur l'optimisation économique de la filière, la performance, mais aujourd'hui, on sait faire tourner des véhicules, on sait alimenter des véhicules, donc maintenant, il faut développer. On est au Mans ici, c'est une terre de l'automobile, et justement, on va y faire des utilitaires, dites donc. Philippe Jakubowski, donc vous représentez Povidien Mobility, c'est donc la nouvelle activité mobilité, et vous faites des utilitaires hydrogène. Oui, donc on a le véhicule hydrogène donc, qui est en développement. Donc on a commencé depuis une petite année. Et donc le véhicule on va le voir en image pendant que vous parlez. On va le voir en image. Et là, donc ce qu'on va attaquer, c'est le montage des prototypes. Donc il y a déjà eu un proto conceptuel qui avait été présenté. Et là, nous allons pouvoir présenter d'ici la fin de l'année des protos en vraie grandeur. Donc l'usine est située au Mans, donc dans l'enceinte du circuit, au niveau de la chicane de Daytona là-bas. Tout de suite, ça fait rêver. Hein. Ouais, donc on est dans le monde de l'automobile. Ensuite, le véhicule que nous avons choisi, donc il est à la fois à batterie et à hydrogène. Donc pourquoi ces deux technos? Parce qu'en fait, il y a des besoins différents. Une petite ville ne va pas forcément faire beaucoup de kilomètres et dans ce cas-là, des systèmes à batterie suffiront. À l'inverse, une ville un peu plus étendue, une collectivité locale, une région ou des gens qui font des livraisons autour des hubs, ils auront peut-être besoin d'aller beaucoup plus loin, d'emmener des charges plus lourdes. Là, comme on le voit à l'image, peut-être de tracter une remorque avec un engin derrière. Tout à l'heure, on a évoqué le fait d'aller faire des essais à Manicourt depuis Le Mans. Bon, bah, c'est possible, on peut emmener le proto derrière. Donc voilà, quoi. C'est des choses qui sont maintenant permises par l'hydrogène. En plus, on va bientôt bénéficier d'infrastructures de recharge qui permettront de se ravitailler à toutes les étapes. Au niveau techno, côté partenariat, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donc là, côté pile à combustible, nous avons un partenariat avec Ballard. Donc Ballard, c'est un acteur canadien. Donc qui a une longue expérience dans le domaine des bus à hydrogène et de la mobilité. Et donc on espère bénéficier de leur savoir-faire industriel. Est-ce que vous êtes dans le domaine des utilitaires, on sait que Renault et Avia donc, et Stellantis en font, mais le positionnement est un petit peu différent, vous n'êtes pas en frontal avec eux. Non, on ne va pas se mettre en frontal. Je pense qu'il nous écraserait assez rapidement. En fait, notre positionnement, c'est d'offrir des camions de type châssis-cabine. Donc, en fait, vous avez la cabine, l'habitacle où les conducteurs s'installent. Et à l'arrière, c'est complètement vide. Et dessus, on peut monter tout type d'équipement. Donc dans un premier temps, les collectivités et j'espère la métropole du Mans. Et ensuite, on va s'étendre au niveau régional et international. La semaine dernière, on était à Hanovre. C'est vrai qu'en Allemagne,
Il y a un plan hydrogène qui est assez impressionnant avec plusieurs milliers de bornes. En Espagne aussi, il y a énormément de projets. Donc je pense qu'assez vite, on va se tourner vers l'international pour offrir ces solutions de châssis-cabine et les adapter à chaque fois aux outillages dont ont besoin les professionnels sur les territoires. Alors, je reviens à vous, Éric Boudot, on va parler de rétrofit parce que c'est l'activité que vous avez lancée sur des véhicules lourds. Et on voit que le potentiel, en fait, est immense. Oui, c'était un projet qu'on a depuis quelques années qui rentre dans la logique du groupe, puisque nous, on a voulu faire un écosystème d'entreprise aujourd'hui de tourner complètement sur la chaîne de valeur. Et la partie véhicule tourne autour du rétrofit. Je pense que le rétrofit aujourd'hui, c'est l'accélérateur pour la filière. C'est la capacité d'aller vite et la capacité d'attendre la mise en place des véhicules neufs qui effectivement prendra un peu plus de temps à la fois pour des questions politiques mais aussi pour des maturités économiques. Et je pense qu'on doit aussi ne pas négliger l'aspect économie circulaire qu'apporte le rétrofit, c'est-à-dire qu'on a des flottes importantes sur les territoires et on ne pourra pas de toute façon, même si les véhicules neufs arrivent, dans un court délai basculer intégralement l'hydrogène et mettre tout le monde à la poubelle. Alors, ce que vous faites aujourd'hui, c'est à la fois donc des véhicules type autocar et même des dameuses pour les stations de ski. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est plutôt typé véhicule lourd. Alors, on a cette particularité aussi d'avoir, au travers de nos 8 sociétés dans le groupe, l'intégralité de la maîtrise d'une grande partie des équipements du groupe autopropulseur, puisqu'on est un des plus gros acteurs de la batterie lithium en France. On fabrique des moteurs, on fabrique une fuel cell. On est aujourd'hui très investi dans le moteur à combustion hydrogène. Et donc, on a été très très vite vers ces véhicules où on pense qu'il y a un marché plus rapide et plus accessible en termes de logique économique aussi, vers les flottes captives, les flottes un peu plus lourdes. Donc on va dire qu'on débute avec l'utilitaire grosse capacité et on finit avec des véhicules un peu plus off-road. Actuellement, on a 7 véhicules en cours de transformation, dont certains qui sont déjà en homologation. On fait partie des premiers à avoir des dossiers à l'UTAC aujourd'hui en homologation véhicule. Et donc on traite des bus, des autocars. On est, je crois, le premier acteur à avoir signé des marchés d'autocars en commande ferme et en commande série à livrer fin 2023 à hydrogène. Et puis le Dameuse a été un peu le dossier d'origine, puisque j'ai la chance d'avoir cofondé le groupe GSK avec Gerlin Chichery, donc ancien champion du monde de ski et de course automobile, qui est un enfant des montagnes, et donc avec un accès un petit peu particulier pour nous à la montagne qu'il est urgent de traiter, puisque pour ceux qui connaissent la montagne, les glaciers commencent à être dans des situations catastrophiques. Alain Hainaut, qu'est-ce que vous pensez, vous, du rétrofit? Est-ce qu'en tant que collectivité, ça peut vous intéresser? Moi, je pense honnêtement que ça peut être une solution intermédiaire pour les autocars, comme vous le dites, pour les entreprises de travaux publics qui travaillent avec des flottes captives locales, qui amortissent leur matériel sur 7 ans mais qui le gardent 15 ans. C'est-à-dire que sur les bons matériels, ça peut être une phase intermédiaire intéressante compte tenu de l'évolution de la loi visant à aller vers le zéro carbone. Je pense que là, il y a un credo, tout à fait. Adamo, pour vous, le fait qu'il y ait des véhicules rétrofit, ça veut dire les stations, ça alimente les infrastructures. Et je ne sais pas si on a eu l'occasion de voir des photos de vos stations. Mais je ne sais pas, il y avait quelques photos, mais c'est pas... Elles sont déjà passées, très bien, autant pour moi. Je ne sais pas si elles sont passées, mais en fait, oui, c'est important. Ce qui est important, c'est de développer les usages. On a vu, il ne faut pas opposer les technologies. La priorité, et tout le monde en parle aujourd'hui, c'est pas de développer l'hydrogène, c'est pas de développer les batteries ou quoi que ce soit, c'est de décarboner. C'est ça l'urgence. Pour nous, pour nos enfants, et on le répète, on en est tous convaincus. Et donc, ne pas opposer les technologies. L'hydrogène prend tout son sens avec 2 critères importants. Embarquer beaucoup d'énergie, et on l'a vu pour le camion, par exemple, ou les véhicules lourds, ou avoir des temps de recharge courts. Aujourd'hui, quand on fait, encore une fois, l'exemple du taxi qui fait le plein avec 5 kg d'hydrogène en 5 minutes, et demain, 5 kg d'hydrogène en 1 minute, ça équivaut juste à mettre un superchargeur de 20 MW. Est-ce qu'on verra un jour un superchargeur de 20 MW? Non, ça n'existera jamais dans les 100 prochaines années. C'est impossible de faire ça. Donc, essayons de cibler les usages. Et donc, c'est important. Et tous les usages qui vont venir sont intéressants. Le moteur à combustion en est un, ça permet de faire une transition. Et même si le mot transition n'est pas toujours adéquat, ça permet de maintenir des véhicules, d'optimiser les coûts. Et l'optimum viendra par
complémentarité des solutions. C'est pas en opposant les solutions, c'est la complémentarité. Aujourd'hui, en 20 ans, on a développé 200 stations en Europe. 20 ans, 200 stations. Nous, sur notre site, on va être capable d'en fabriquer 200 par an. Vous voyez l'accélération qu'il y a. C'est-à-dire qu'en un an, on fera tout ce que l'Europe a fait en 20 ans. Donc c'est là où il faut accélérer. Je rejoins aussi Eric, il faut accélérer. Merci. Je propose qu'on passe au train, puisque ça reste également de la mobilité terrestre. Et là, pour le coup, c'est la France qui a montré à l'Allemagne qu'on pouvait faire des trains hydrogène. Et c'est vrai que c'est une affaire qui marche, enfin en tout cas qui roule. Alors oui, ça roule. Enfin, ça roule. Comme le disait M. Gosselin tout à l'heure, on a démarré en 2012 les premières études d'un train hydrogène chez Alstom. L'expérimentation avec passagers a démarré en 2018. On a roulé à peu près 18 mois avec passagers en service quotidien de manière totalement transparente pour les usagers. Et effectivement, depuis, on a eu un succès au niveau international avec le train hydrogène. On va juste voir d'ailleurs à l'écran quelques photos de ce fameux train. Donc, le e-Lint. Le e-Lint, voilà. Donc ce train hydrogène qui était le premier train au monde à rouler avec passagers à hydrogène. Et donc depuis, on a beaucoup travaillé avec les équipes françaises et en particulier avec les équipes du Mans, du CIM, de la SNCF pour pouvoir développer, on va dire, une déclinaison de ce concept de train hydrogène pour les trains français. Et donc depuis, on a travaillé également, on va dire, au déploiement de ce type de train dans d'autres pays, en Angleterre, au Royaume-Uni, en Italie, bref. Donc ce train aujourd'hui, il a fait un peu le tour d'Europe. Il est allé en Pologne, il est allé en Suède, il est allé en Belgique, il est allé un peu partout. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase où on a contractualisé, si je me recentre un petit peu sur la France, on a contractualisé donc la fourniture de 12 plus 2 trains à hydrogène pour 4 régions françaises. Donc ces trains sont en cours de conception. En particulier, et je le redis encore, avec les équipes SNCF du Mans. Donc ces trains vont sortir, donc voilà, c'est ce train, c'est le fameux Régiolis. Ces trains vont sortir des usines à peu près fin d'année prochaine et seront ensuite mis en phase de test et d'homologation pour pouvoir rentrer en service commercial en 2024-2025. Alors ces 12 trains, alors ça peut paraître peu, mais si je veux faire le lien avec ce que vous disiez juste avant, ça peut ouvrir la porte à un marché de rétrofit très important, puisque ces trains, on va dire, ça a été une des données d'entrée qu'on nous a données en termes de conception, doivent pouvoir être de la même famille que 300 trains qui sont déjà en service actuellement en France, dans les différentes régions françaises, et pouvoir substituer. Donc ces trains qui sont en service sont aujourd'hui des trains bimodes qui peuvent être à la fois alimentés par la caténaire et sur les lignes non électrifiées par un moteur diesel. Et les trains hydrogène qu'on est en train de concevoir doivent pouvoir substituer en lieu et place les moteurs, les power packs diesel par des solutions hydrogène complètes. Si vous permettez, on va parler un peu de l'alimentation en hydrogène parce que c'est quand même un vrai sujet. J'aimerais juste qu'on montre la photo de HRS, la station pour le train, parce que vous imaginez bien que voilà, quand on a un train, il faut quand même une station qui soit dimensionnée. Si tu peux en dire un mot, Adamo, il faut quand même du volume là. Il faut des volumes. Enfin, vous le voyez aussi, on rejoint exactement le segment de marché qui convient très bien à l'hydrogène. Quelque chose de lourd et qui n'est pas en compétition avec l'électrique, parce que là où on peut électrifier, il n'y a pas de problème. Mais je prends juste l'exemple aussi de la Sardaigne où on était il n'y a pas très longtemps. 100% des trains en Sardaigne sont à diesel. 100%. Alors qu'il y a du soleil et il y a du vent, et donc on peut très bien imaginer fabriquer de l'hydrogène localement et décarboner tout ce marché. Donc on évolue. L'innovation est quelque chose de continué de tous les jours et il faut y aller. Le train hydrogène, c'est quoi? C'est 200-300 kilos qu'il faut recharger assez rapidement. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 kilo par minute. On est en train de travailler déjà pour les 10 kilos par minute et c'est tout le travail qu'on met en place. Quand on parlait de notre site, je ne sais pas si on a vu tout à l'heure le site sur lequel on investit, 15 000 m², il y aura la priorité pour moi, c'est la zone d'essai. 3 000 m² dédiés au partenariat et aux tests, unique en Europe. C'est une zone unique en Europe sur laquelle on peut travailler avec les compressoristes, la production d'hydrogène. Pourquoi? Pour accélérer le débit. Et ça va être, ça c'est très très important. Ce qui sera disponible en septembre de cette année. Peut-être pour préciser, donc 200-300 kilos pour un train, sachant qu'un dépôt de maintenance, c'est environ entre 10 et 15 trains. Vous voyez l'échelle qu'il va falloir mettre en œuvre pour le ferroviaire en termes de distribution. Pour ajouter là-dessus, aujourd'hui en Allemagne, on travaille avec des gens qui sont en train de designer
des stations de 30 tonnes jour. Donc vous avez imaginé celle du CIDEV qu'on a fait 200 kg jour. On est en train de parler de stations de 30 tonnes jour. Voilà des chiffres qui feraient plaisir à Philippe Bouclier de France Hydrogène, lui qui parle toujours du passage à l'échelle. Là, c'est la grosse échelle. Hein. Pour terminer, Yannick Leguet, chez Alstom, en fait, vous êtes en train de renforcer vos compétences dans la pile et puis vous discutez que des spécialistes pour le stockage notamment. Oui, tout à fait. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on était un peu comme le disait M. Gossin tout à l'heure, on était un peu pionnier à l'époque et on était un peu seul à prêcher dans le désert à une époque où on essayait de promouvoir le ferroviaire à hydrogène. Alors on est très content aujourd'hui d'avoir des concurrents qui viennent nous rejoindre, ces mêmes concurrents qui ont critiqué cette stratégie au départ. Aujourd'hui, tous les concurrents ferroviaires font des trains à hydrogène. Enfin, en tout cas, Siemens se lance. Hein. Siemens, CAF, Talgo, enfin bref, tous les Stadler se lancent maintenant dans l'hydrogène, donc on va espérer encore garder notre avance de 5-6 ans encore très longtemps. Et pour ce faire, on a pris conscience que il fallait qu'on intègre la chaîne de valeur, ou tout au moins de conception, pour pouvoir appuyer nos clients, qui sont les opérateurs ferroviaires, pour pouvoir garantir les niveaux de sécurité, les niveaux de fiabilité, les niveaux de disponibilité de nos trains, et être un peu en aveugle par rapport à des fournisseurs de piles à combustible, c'est quelque chose qui nous allait pas trop. Donc quelque part, il a été fait un choix stratégique chez Alstom qui a été de racheter Elian Hydrogène, donc ce qui s'est fait l'année dernière, et donc on est en train d'intégrer effectivement cette entreprise dans le groupe Alstom de manière à pouvoir effectivement avoir cette vision complète qui est relativement proche de l'intégration de ce que... Et puis Techno Made in France, quoi. Exactement, une Techno Made in France. Donc on a le site de Tarbes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a été le site qui a lancé la chaîne de traction hydrogène sur les trains allemands, etc. Donc on a une très forte compétence à Tarbes, complétée par la compétence de Elion Hydrogène. Aujourd'hui, on va avoir vraiment un pack complet à offrir à tous nos clients made in France, mais made in Alstom. Concernant les partenariats, très rapidement, donc on a des partenariats aujourd'hui avec différents industriels français. Donc effectivement, on essaie de promouvoir le Made in France. Donc on est en partenariat avec Plastic Omnium pour le stockage. On est en partenariat avec Forestia également, avec Engie, avec Dynamics. Enfin bref. Voilà, sur différentes thématiques très précises. On n'a pas voulu faire d'exclusivité avec les uns ou les autres parce que la distribution et la production d'énergie n'est pas dans notre domaine de compétences. Et on veut bien travailler sur des partenariats techno, mais pas d'exclusivité pour l'instant. En France. Une petite question, Éric Boudot, le rétrofit de train, ça fait partie de vos plans à terme, parce que vous faites des dameuses à un train, c'est juste un peu plus gros. C'est un tout petit peu plus gros pour rentrer dans les ateliers. Mais alors, on pourrait travailler sur la techno, mais je pense que vous avez de bonnes sources. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que j'ai passé 15 ans dans l'industrie ferroviaire, donc ça sera un grand plaisir. Non, sur la techno, c'est la techno. Je pense qu'il y a un sujet important aussi qui est sûrement à l'étude chez Alstom, et on en reparlera dans la journée sur la partie véhicule de cette taille, que ce soit d'ailleurs navire ou train, c'est le moteur à combustion et c'est le rétrofit des moteurs à combustion qui est un sujet à mon sens qui pourrait avoir un sens important, notamment sur des catégories de véhicules un petit peu anciens au diesel, avec un basculement assez rapide des véhicules vers de la technologie propre. C'est vrai que c'est un vrai sujet et on en parlera tout au long de cette journée. Dans l'immédiat, c'est la fin de cette première séquence mobilité. Merci à nos intervenants. Et on va commencer avec vous, Nicolas Bulot. Vous représentez, je précise que vous êtes le délégué régional de France Hydrogène. Vous travaillez chez Man Energy Solutions. Alors justement, ce moteur à combustion qui peut consommer de l'hydrogène ou des carburants synthétiques, vous en tout cas, c'est ce que vous proposez pour les bateaux. Oui, exactement. Bonjour à tous. Donc effectivement, le transport maritime, on va repartir un petit peu de certains faits quand même dans tout ça. Tout à l'heure, on parlait d'un camion. Vous connaissez certainement un objet qui est magnifique, qui s'appelle un conteneur. Un camion, un conteneur. D'accord ? Donc là, effectivement, aujourd'hui, les solutions, c'est plutôt la pile. La pile à combustible, alliée à des batteries, on saurait à peu près remplacer les moteurs à combustion interne. Quand on parle d'un bateau, les bateaux, ça va jusqu'à 23 000 boîtes, 23 000 camions. Ça commence à être compliqué. Donc là, effectivement, il faudrait remplacer donc des moteurs qu'on appelle des moteurs cathédrales, qui font à peu près 1000 tonnes, grosses bêtes, 80 mégawatts,
par une pile à combustible, plus des batteries, plus ensuite des convertisseurs électriques, pour ensuite alimenter un moteur électrique de 80 MW, pour qu'ensuite on puisse effectivement mouvoir cette hélice qui pousse le bateau. Et ça, c'est sans compter le fait que, d'un point de vue hydrogène, si on met de l'hydrogène dedans, alors ce serait de l'hydrogène liquide, hein, bien entendu, mais c'est 8 fois à peu près le volume actuel d'un carburant type justement diesel. Alors tout ça mis bout à bout fait que les armateurs, les premiers disent, bon, il va falloir qu'on fasse des choix. On ne va pas pouvoir tout faire. Et aujourd'hui, il se trouve que par ailleurs, il y a tout un tas d'infrastructures qui existent. Méthanol, ammoniac. Ammoniac, c'est une des substances chimiques les plus transportées au monde pour faire des engrais. Et c'est une substance qui brûle, c'est-à-dire que ça peut être un carburant. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un carburant, mais ça l'est. Et le gaz, CH4. Donc vous allez me dire, mais Nicolas, c'est complet dérapage. Bon, enfin, Nicolas, vous dérapez. Exactement, symposium hydrogène. Et on parle de méthanol, on parle de gaz, etc. Pourquoi ? Parce que la molécule de base pour tous ces composés, pour tous ces carburants, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est au centre du débat ici. Simplement, là où on peut trouver des solutions assez communes, assez accessibles, pour mettre de l'hydrogène directement sur des véhicules légers, et j'intègre dans les véhicules légers les camions, eh bien, pour les bateaux, aujourd'hui, c'est bien différent. C'est-à-dire qu'un bateau, effectivement, ça va de la taille d'un camion jusqu'à 400 mètres, à peu près. 2 terrains de foot, 500 mètres, certains bateaux, bref. Donc là, effectivement, il y a des solutions alternatives. Et le moteur à combustion interne reste quand même la solution privilégiée avec, vous l'avez compris, des carburants qui, eux, sont à base d'hydrogène et dont les infrastructures aujourd'hui existent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on parlait de CMA-CGM tout à l'heure. Donc eux se sont lancés dans le gaz aujourd'hui, le méthane. Aujourd'hui, c'est un gaz qui est extrait du sous-sol, mais entre du gaz de synthèse et du gaz comme ça, extrait justement, c'est la même chose. C'est-à-dire que potentiellement, il pourrait demain être décarboné. Ce n'est pas un problème. Merckx, donc de l'autre côté de l'Europe, eux sont partis sur du méthanol. Le méthanol, bon, à quelques molécules près, c'est identique au gaz naturel. Ce qui fait que finalement, là aussi, les infrastructures existent, et puis produire ce gaz de synthèse, enfin cette particule de synthèse, ça ne représenterait pas plus de problèmes, et ça permettrait justement d'avoir un transport maritime décarboné. Donc aujourd'hui, on y est. Qu'est-ce qui manque ? La production. Voilà. Merci pour cet éclairage, Nicolas. Jérémy Lagarrigue, vous êtes le directeur général d'EODEV, hein, c'est la filiale d'Energy Observer, là aussi, que de chemin parcouru. J'ai presque le sentiment d'entendre Victorien Russard dire « mais bon, non, il faut faire du zéro émission ». Donc en tout cas, vous, c'est la voie que vous avez choisie. Effectivement, non, je rejoins ce qu'a dit mon confrère. Il est vrai aujourd'hui que, aussi bien sur les différents carburants alternatifs, on a besoin d'hydrogène. On peut aussi utiliser l'hydrogène. Je me permets juste un point, c'est que l'hydrogène liquide, c'est 2 fois plus de volume que le diesel, mais à part tous les autres chiffres étaient justes. Et pour mettre ça en exergue, notre président aujourd'hui avec Energy Observer veut justement lancer un bateau zéro émission, Energy Observer 2. Il y a eu pas mal de présentations de ce bateau qui a été fait justement pour pousser les barrières, montrer qu'on était capable aujourd'hui d'incorporer de l'hydrogène liquide dans des systèmes piles à combustible. Après, il ne faut pas mettre en concurrence l'hydrogène avec l'électrique ou la pile à combustible face au moteur thermique. Votre très joli range extender pour les bateaux. Pour les bateaux de plus petite taille, hein, bien sûr. Alors exactement. Nous, aujourd'hui, on a pris le parti pris de partir sur des bateaux de plus petite puissance parce qu'on s'appuie sur la technologie Toyota, qui est une pile qui produit aujourd'hui 88 kW en courant continu. Forcément, 88 kW par rapport au mégawatt, ça ne nous permet pas aujourd'hui d'alimenter ces fameux bateaux de 23 000 boîtes, mais ça permet aujourd'hui de réaliser à peu près 80% de la flotte maritime internationale avec des bateaux de transport de passagers, avec des bateaux de transport de fret, même des ro-ro. On peut aller jusqu'à des bateaux de plusieurs centaines de mètres. Entre guillemets, on imagine la puissance maximum à quelques mégawatts sur ces systèmes. Donc, ce qui est très intéressant aujourd'hui sur la partie pile à combustible, c'est qu'on a énormément de rendement par rapport à un moteur thermique.
Je considère les moteurs thermiques diesel traditionnels à 4 temps. Dans les bateaux de très grosse puissance, MAN en particulier et d'autres motoristes ont développé des moteurs diesel 2 temps qui permettent d'avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Et il est clair aujourd'hui que d'imaginer avoir des moteurs à combustion à hydrogène va venir compléter l'offre sur les systèmes énergétiques piles à combustible. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à remporter un certain nombre d'appels d'offres. Il y a pas mal de régions. Je crois qu'après moi, il y a le Grand Port de Bordeaux, si je dis pas de bêtises, Oui, tout à fait. qui ont commencé à lancer des appels d'offres parce qu'on se rend compte aujourd'hui que pour les opérateurs, le coût d'exploitation concerne aussi bien l'amortissement du CAPEX qui est clair et coûte plus cher aujourd'hui en hydrogène, mais aussi le volet carburant et surtout maintenance. Et avec des systèmes hybrides, aujourd'hui, on a divisé le prix de la maintenance par 2. Évidemment, avec l'hydrogène, aujourd'hui, on a des estimations de coûts de maintenance qui sont divisés par 4 et ça permet d'avoir un coût équivalent en diesel et ce, même sans subvention. Donc évidemment, je pense que la plupart des opérateurs aimeraient être accompagnés par des régions ou des solutions de subvention ou d'investissement, mais aujourd'hui, il faut voir qu'on a des solutions qui sont très concrètes. On l'a montré avec des générateurs terrestres aujourd'hui et on a la même capacité avec des systèmes de propulsion pour des bateaux. Alors justement, puisque nous avons en ligne Jean-Frédéric Laurent du Grand Port de Bordeaux, on a parlé du débat entre moteur à combustion et puis donc pile à combustible. Vous avez une opinion là-dessus, vous ? Oui, je crois que c'est pas un vrai débat aujourd'hui, et je pense qu'il faut pas, et comme tout le monde l'a dit justement dans la table ronde précédente et celle-ci, il faut pas opposer les technologies. Toutes les technologies vont servir au même objectif, qui est celui de la décarbonation. J'ai entendu un interlocuteur sur la précédente table ronde qui l'a dit, et c'est bien notre objectif. Je remercie les précédents interlocuteurs d'avoir amorcé le sujet et d'avoir surtout pointé, c'est Monsieur Bulot, je crois, qui l'a indiqué, la vraie question centrale qui est de où produire et comment produire aujourd'hui. Qui est véritablement une question majeure pour la question de l'hydrogène, et pas uniquement de l'hydrogène, mais vous l'avez justement introduit tout à l'heure, de l'ensemble des molécules qui peuvent être constituées autour de la molécule d'hydrogène, et ça c'est un point important. Nous, notre positionnement sur le port de Bordeaux, il est double. On s'est rendu compte d'une convergence d'intérêts assez forte entre le milieu de l'industrie et le milieu du transport maritime. Ce sont des milieux qui résonnent à grande échelle, qui résonnent de manière massifiée sur la production, l'utilisation de ces molécules décarbonées qui ont des besoins très importants de décarbonation. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de sujets qui nous intéressent de manière très, très prégnante et qui ont trait à la décarbonation de l'ensemble des chaînes de valeur et des chaînes de produits industriels qui existent aujourd'hui. Vous avez mentionné les engrais avec l'ammoniac. Vous avez mentionné le méthanol, qui est aussi un produit industriel qui peut aussi servir de carburant, mais qui peut aussi servir de molécule pour le transport de l'hydrogène. C'est une question qu'on n'a pas beaucoup évoquée, mais va se poser aussi la question du transport de l'hydrogène. On travaille actuellement sur la question de la molécule idéale pour transporter l'hydrogène, qui pour nous est un enjeu majeur, à la fois pour l'alimentation de nos industries et des chaînes industrielles du futur, qui seront des chaînes décarbonées ou des chaînes bas carbone, mais aussi de l'alimentation des grands navires. Je voulais juste rappeler une chose qui a peut-être pas été mentionnée tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui plus de 100 000 navires de commerce dont les puissances s'étalent entre 1000 jusqu'à 100 000 chevaux. Aujourd'hui, autant on sait faire passer à l'hydrogène un bateau de quelques milliers de kilowatts. Par contre, aujourd'hui, il y a encore de nombreuses impasses ou de nombreux obstacles technologiques pour transformer une flotte de navires, surtout sur les plus grandes tailles. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux armateurs, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, s'intéressent très fortement aux molécules bas carbone ou à la captation du CO2 pour utiliser l'hydrogène, mais on revient sur notre sujet, de manière massifiée, de manière à pouvoir produire ces carburants et assurer cette transition. Alors justement, sur la production, il y a un accord avec GH2 et les ambitions, je crois, ont été revues à la hausse, justement. Oui, tout à fait. On a un opérateur qui s'est engagé sur Bordeaux en vue de mettre en place un électrolyseur de 300 MW qui correspondra à la production de l'équivalent de 240 000 tonnes d'ammoniac. Ammoniac qui servira bien entendu pour la décarbonation de l'ensemble de la chaîne des engrais, mais aussi dans la perspective de l'utilisation en tant que commodité
sur le marché des carburants. Merci. Je voudrais revenir à Nicolas Bulot. On va parler cette fois, vous parlez sous la casquette du groupement Neopolia. Il y a un projet, c'est par rapport à la conversion en hydrogène de bateaux de transport d'équipage. Exactement. De quoi est-ce qu'on parle? Les CTV, donc route transport de vaisselle, ce sont les bateaux qui vont permettre aux équipages d'aller jusqu'aux éoliennes en mer, notamment pour aller simplement faire leur maintenance. Donc ça, c'est des bateaux qui font à peu près 2 fois 1 mégawatt. Donc c'est des bateaux sur lesquels, justement, la question est parfaitement ouverte, moteur à combustion ou pile à combustible. Là, on est vraiment sur cette zone un peu de flou où il n'y a pas quelque chose de tranché. Et donc, pour justement arriver à percevoir comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer l'hydrogène à bord, Neopolia, donc, que je représente aujourd'hui, mène un projet qui vise justement à établir quelques grands principes de design pour savoir de quelle manière l'hydrogène va être digéré à bord et comment est-ce qu'on va l'embarquer. Parce que finalement, pour illustrer ça, je vais vous donner quelques exemples relativement simples. Aujourd'hui, quand on prend du diesel, c'est simple, le diesel il est liquide, il se met à peu près n'importe où on lui demande de se mettre, c'est-à-dire dans les fonds de cale, les choses comme ça. L'hydrogène, s'il est gazeux, on ne va pas pouvoir le mettre là-dedans, parce qu'à 700 bars, si on n'a pas un réservoir qui est à peu près cylindrique, on ne va pas réussir à s'en sortir. Donc ça veut dire que tous ces espaces perdus dans le bateau, aujourd'hui, ne sont plus à disposition des designers pour pouvoir justement stocker l'hydrogène. Donc ça pose des questions de cet ordre-là. Après, effectivement, quand on regarde pile à combustible et moteur à combustion, et là aussi se pose des questions, parce qu'on pourrait très bien se dire, la propulsion principale sur ces bateaux, on met des moteurs à combustion interne à hydrogène. Par contre, effectivement, pour tout ce qu'on appelle l'hôtel-load, c'est-à-dire le réseau électrique de bord, on a des petits groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes pourraient très bien être des piles à combustible de 100, 200, 300 mégawatts. Donc relativement faible puissance. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Et c'est l'objectif justement du projet CTV au sein de Neopolia, d'y répondre à l'état de l'art d'aujourd'hui. Effectivement, les piles vont évoluer. Dans 10 ans, les réponses apportées à ces questions ne seront plus les mêmes, ça c'est certain. Merci Nicolas. Avec vous Jérémy, on va voir l'actualité d'EODEV et notamment cette certification maritime qui est très importante pour vos activités. Effectivement, la plupart des appels d'offres aujourd'hui au transport professionnel, on va dire, ou au transport public aujourd'hui, nécessitent d'avoir une certification maritime. Donc on vient de recevoir l'AIP, donc ce qu'on appelle Approving Principle de notre produit, sur lequel on a la chaîne de production. On espérera vous partager des photos sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Et on a aujourd'hui 18 unités commandées déjà à livrer pour la fin de cette année avec un certain nombre d'armateurs. On a eu un franc succès aujourd'hui des États-Unis qui vient de passer commande d'une dizaine d'unités les 2 dernières semaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en pleine accélération. Et comme le dit effectivement notre confrère Nicolas, c'est aujourd'hui il y a 2 façons d'utiliser l'hydrogène à bord, l'hôtel load et l'énergie principale. Aujourd'hui, via les systèmes embarqués d'hydrogène et de transformation de cet hydrogène sur les moteurs à pile à combustible, on est plutôt sur des petites et moyennes puissances. Et effectivement, le moteur à combustion a plutôt aujourd'hui un bel avenir devant lui sur le rétrofit avec de l'hydrogène. Alors le rétrofit, justement, je voudrais interpeller Jean-Frédéric Laurent du port de Bordeaux sur ce point, parce que ça fait partie en fait des plans que vous pouvez avoir également. Oui, complètement. En fait, on a un objectif double. D'une part, la décarbonation des chaînes industrielles et des carburants des grands navires de commerce, mais on a aussi une industrie nautique, une industrie navale de proximité. On a une dimension fluviale aussi sur des ports tels que Bordeaux, mais comme d'autres places portuaires par la même occasion. Et donc la question du rétrofit se pose si on veut accélérer la décarbonation de l'ensemble de ces moyens de transport. Et donc, pour répondre à l'ensemble de ces problématiques, on a un certain nombre de partenariats qui sont en cours de développement, et on est notamment en train de monter une nouvelle technopole sur la place de Bordeaux pour attirer les entreprises innovantes et les startups sur ce type de sujet, puisqu'il y a de nombreux sujets qui se posent, pas uniquement les sujets liés à la motorisation, mais par exemple des sujets liés à la navigation, au guidage satellite, au numérique, à la gestion de l'énergie. Et donc, on a besoin de structurer l'innovation sur ces secteurs pour être capable d'apporter une réponse globale. C'est ce qu'on est en train de développer localement.
Merci d'avoir été avec nous, Jean-Frédéric Laurent. On va terminer par une séquence groupe électrogène. Tu en as déjà parlé, Jérémy. J'aimerais vous présenter Anis Ayoub, qui représente Povidian, entreprise bien connue au Mans, parce qu'il y a Povidian Mobility, mais vous êtes basé en Touraine. Et donc, des groupes électrogènes, ça fait partie de votre offre. Et alors, vous étiez il n'y a pas très longtemps à Hanovre, à la grande foire à l'hydrogène Fuel Cell Expo. C'est quelque chose qui se développe avec beaucoup de cas d'usage. Merci Laurent. Donc Povidian, oui, on est basé à Tours. Historiquement, on a plutôt des clients type EDF, le CEA, l'armée. Mais aujourd'hui, on le voit au salon de Hanovre, il y a beaucoup de demandes d'industriels, de collectivités. Et limite, enfin, je suis un petit peu triste de le dire, mais on a plus d'engouement à l'étranger parfois qu'en France. On a un groupe, nous, qui a été déployé par la mairie d'Aberdeen il y a 2-3 semaines. Alors bien sûr, il y a des choses, on fait des choses en France, et je remercie l'ACO par exemple, on était présent avec EODEV l'année dernière en 24 heures du Mans, mais le mot d'ordre, c'est vraiment les industriels sont prêts et on a besoin d'accélérer aujourd'hui. Nos produits sont là, Povidian, EODEV et d'autres, H26 par exemple. Les produits sont là et on ne demande pas forcément de subvention, je pense. L'idée, c'est l'exonération de TICPE sur le GNR par exemple, aujourd'hui, qui est reculée de mois en mois. C'est aligner les taxes et nous, on fera le boulot. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces groupes électrogènes, ça peut être très bien pour les chantiers. Et de toute façon, les villes vont de plus en plus condamner ces systèmes qui polluent avec des moteurs diesel. Oui, clairement. Aujourd'hui, on parle de ZFE mobilité, mais quand on empêche des véhicules diesel de rentrer en centre-ville, c'est un petit peu dommage d'avoir des groupes diesel qui fument. Aujourd'hui, sur ces applications-là, on a des solutions. Alors, bien sûr, zéro émission sur le lieu d'usage. On parle de décarbonation, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie zéro émission de NOx, de CO. La pollution aujourd'hui en France, bon, ça dépend à qui on pose la question, mais c'est entre 40 000 et 48 000 morts par an. Et ça aussi, les solutions zéro émission permettent de réduire l'impact. Alors, puisqu'on est un peu pressé par le temps, je propose qu'on clôture cette séquence. Avec vous, Jérémy, puisque donc il y a un village hydrogène du Mans, ça a été dit par Pierre Fillon, qui est toujours avec nous, et vous participez justement à ce type d'événementiel avec vos produits. Oui, effectivement, comme vient de l'évoquer mon confrère Anas, aujourd'hui on a près de 56 générateurs qui ont été commercialisés à date. On a donc effectivement les 24 heures du Mans avec l'alimentation en énergie par un de nos premiers clients, la société Loxam, qui alimente le village hydrogène, puis toute l'hospitalité des 24 heures du Mans. On sera également présent au Grand Prix de Formule 1 avec la FIA aujourd'hui, qui va avoir toute la partie hospitalité, avec près d'une vingtaine de machines aujourd'hui qui vont faire ces alimentations. On a le groupe Enedis qui a fait une annonce il n'y a pas très longtemps, justement, pour avoir besoin d'avoir plusieurs milliers de générateurs pour faire tout ce qui était réseau. Donc aussi bien nos confrères, effectivement, H26, Povidian et nous, on se positionne là-dessus. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'imaginer que les réglementations aujourd'hui, elles obligent déjà, enfin, elles interdisent déjà normalement le générateur diesel en centre-ville. Sauf que faute de quoi, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui permettait de mettre en place ces réglementations. C'était aussi le cas dans le cadre des bateaux. Le parc national des Calanques, aujourd'hui, le moteur diesel est interdit et pourtant, on n'a pas mis en place ces réglementations parce que les solutions n'existaient pas. Aujourd'hui, on vient justement prouver que les solutions aujourd'hui sont matures, industrielles, fiables, accessibles en termes de tarifs sans subvention. Et donc, c'est justement aujourd'hui aux élus et aux acteurs de mettre en place soit ces réglementations, soit aux différents acteurs de vouloir avoir des événements propres, comme l'a très bien fait la CO avec les 24 heures du Mans ou la FIA. Merci Jérémy et merci à vous tous pour cette table ronde.